Salut les amis! Il y a plusieurs mois, j'avais croisé un post sur Twitter qui relayait la vidéo d'un entrepreneur qui partageait ses expériences avec ses salariés. Je me rappelle à l'époque que cette vidéo m'avait énervé, ce qui est le but de l'algo Twitter. Puis je sais pas pourquoi, récemment j'y repensais et je suis tombée sur le compte TikTok originel de cet entrepreneur que je vous propose de parcourir dans cette vidéo. Petit disclaimer, cette vidéo est différente des autres pour sortir un peu de la bulle drama et vous proposer un peu de contenu francophone vu que certains commentaires m'en demandent. Et de ce fait, je vous demande expressément de ne pas aller harceler les personnes dont je parle dans mes vidéos. Alors Alexandre Ferrero, c'est un homme qui approche les 40 ans et qui a bossé pendant des années dans des entreprises classiques avant de se mettre à son compte en 2016. Fort de ces années d'expérience, c'est en 2024 qu'il décide de poster ses premières vidéos pour parler d'entrepreneuriat. 4 fausses croyances sur l'entrepreneuriat. 1. La liberté a un prix. Si vous avez des clients, des prestataires ou peut-être même des salariés, croyez-moi, vous n'êtes pas libre. Au début, ces vidéos servent avant tout de support au podcast qu'il vient de lancer, les premières fois dans l'entrepreneuriat, dans lequel les entrepreneurs viennent parler de leur parcours et reviennent sur leurs échecs. Il structure ses formats sur base de 4 conseils, 4 erreurs à ne pas commettre, 4 conseils pour désamorcer une situation tendue avec un client, 4 livres à recommander. C'est une véritable masterclass ce livre. Je ne recommande pas ce livre. Je vous supplie de l'acheter. D'ailleurs, je pense que s'il dit pas qu'il a lu plus de 200 livres en 8 ans, il explose. Et j'ai lu en 7 ans plus de 200 livres et celui-là est un véritable bijou. C'était en 2016 et depuis j'ai lu plus de 200 livres au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'en ai 38 et j'ai lu plus de 200 livres qui m'ont permis de m'améliorer considérablement. Aujourd'hui j'en ai 38, je commence à être vieux, mais j'ai lu plus de 200 livres. Il lui arrive aussi de faire du contenu troll dans le but de faire comprendre à son audience que faire des millions en quelques semaines, c'est pas possible. 4 conseils pour gagner des millions d'euros par mois et en ne travaillant qu'une heure par semaine. Évidemment, cette vidéo est ironique. Peut-être que certains comprendront que c'est en se bougeant qu'on réussit dans l'entrepreneuriat. Alors jusque-là, je me disais que son contenu était plutôt une bonne idée. Il combat les vendeurs de rêves et leur fausse vie parfaite. Puis il y a quelques détails qui m'ont fait tiquer. 4 conseils pour combattre la solitude quand on est entrepreneur. Parlez à des gens qui vous ressemblent. Allez dans des clubs d'entrepreneurs. Participez à des networking. C'est le meilleur moyen de s'ouvrir aux autres et au monde. Oui, sortir voir d'autres personnes, ça t'ouvre au monde, mais ne côtoyer que des entrepreneurs, ça s'appelle aussi s'enfermer dans une bulle. C'est comme si je me mettais à parler qu'avec des youtubeurs et des streamers. Ça a l'air cool sur le papier pour certains, mais si les personnes n'ont pas un minimum de conversation, on fait rapidement le tour des sujets abordés. Trouvez une personne qui tient pour vous et concluez un pacte avec elle. Chaque semaine, l'objectif est d'échanger 1 heure avec cette personne. 30 minutes où vous parlez de vous et 30 minutes où il ou elle parle justement de lui. Et là, je me sens réellement déconnecté de lui, car ça ressemble plus à un entretien d'embauche qu'un véritable échange. 4 livres que je recommande à tous les entrepreneurs. Les secrets d'un esprit millionnaire. Celui-là est un véritable bijou. Il permet de comprendre vraiment votre vision de l'argent. Il permet aussi de changer les schémas auxquels on a été confronté étant plus jeune. Exemple, les riches volent aux pauvres, ce qui est faux naturellement. Loin de moi l'envie de faire de la politique sur ma chaîne, mais c'est pas vraiment un cliché quand les hauts placés détournent des fonds et suppriment les aides pour les plus pauvres. C'est au bout d'une trentaine de vidéos que son format de 4 conseils s'estompera. Il l'abandonnera pour raconter des anecdotes d'autres entrepreneurs, ainsi que d'autres conseils, qui parfois se répètent, mais c'est aussi le principe des formats courts dans le genre, vu que rares sont ceux qui, comme moi, vont se taper les 197 vidéos de son compte. Forcément, je suis pas d'accord avec certains de ses conseils, comme de mentir aux clients pour créer un effet de rareté. Quand on débute, on n'a pas forcément un planning bien rempli. Je me souviens qu'en rendez-vous de présentation, je disais à mes clients, de toute façon, je ne pourrais pas commencer votre mission avant 3 mois. En faisant ça, je me suis rendu compte que j'étais en train de créer la rareté. Et ça, les clients adorent et ça montre que vous êtes débordé de sollicitations. Pour moi, c'est le même principe que de compter les minutes avant de répondre à quelqu'un pour lui donner l'impression que vous êtes occupé. Et c'est au bout de 40 vidéos qu'il arrête de donner des conseils de façade et commence à se confier davantage sur son expérience personnelle. On apprend qu'après 3 ans dans son entreprise, il a fait une dépression, et je ne plaisante pas là-dessus. La dépression, c'est un sujet super important et pas mal sous-évalué dans les entreprises, et c'est plutôt la manière dont il décrit son déclic qui m'a fait sourire. Et un jour, alors que je finissais de pleurer un dimanche dans mon bureau, il y avait une voiture qui a pris feu et qui brûlait énormément. Je me souviens avoir posé mon regard sur les flammes pendant de longues minutes. Et je me suis dit que si malgré le froid, cette voiture était en train de brûler, je pouvais briller encore. J'étais adossé à l'une des fenêtres de mon entreprise et je regardais dehors. Il faisait moins de degrés et il y avait une voiture en flammes. J'observais pendant de longues minutes ces flammes et j'ai fini par me dire, si elle continue de brûler avec le froid qu'il fait, alors moi aussi je peux reprendre confiance en moi et briller à nouveau. 6 mois plus tard, j'avais doublé le chiffre d'affaires de mon entreprise. Du coup, la prochaine fois que vous voyez des gens foutre le feu à des bagnoles dans la rue, ne les blâmez pas, ils sont peut-être juste en train de sauver des vies. Ça baigne ou quoi? Ça taffe? Mais si en regardant ce TikTok, j'avais un peu de compassion, celle-ci s'est barrée dès la vidéo suivante. J'ai licencié un salarié 15 jours avant Noël. On est en décembre 2017 et je remarque un changement d'attitude d'une de mes collaboratrices. Ses résultats étaient de plus en plus mauvais et elle devenait insolente. J'ai donc pris la décision d'échanger avec elle pour comprendre ce changement. Elle allait beaucoup mieux à la suite de notre échange et s'est remis à travailler. Mais 2 jours plus tard, ça a recommencé. Au bout d'un certain temps,
je lui dis que si elle ne s'applique pas davantage, je vais devoir me séparer d'elle. Je prendrai donc pour moi la décision la plus douloureuse en tant que jeune dirigeant, licencier une personne. Le plus dur, c'est quand elle s'est mise à pleurer devant moi le jour de son licenciement. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais un patron doit prendre des décisions pour protéger les autres salariés et l'entreprise. Même si cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues par rapport aux autres que je vais vous montrer, j'ai du mal avec cette impression qu'on devrait le plaindre d'avoir licencié cette personne, alors que derrière il y a quelqu'un qui a perdu son emploi. En mars 2024, il enchaîne avec une nouvelle anecdote d'un de ses employés. Un salarié m'a dit un jour, ton entreprise peut couler, j'en ai strictement rien à foutre. En septembre 2019, un salarié que nous appellerons Paul m'a demandé de ne pas renouveler sa période d'essai. Il travaillait bien et s'investissait pour l'entreprise, donc je n'ai pas hésité une seconde. Il ne souhaitait pas que je renouvelle sa période d'essai pour pouvoir trouver un appartement. Et grâce à cette action, il a pu aménager très vite avec sa femme et ses enfants. Il raconte donc que cet employé, grâce à lui et au fait qu'il n'ait pas renouvelé sa période d'essai, ait pu trouver un endroit pour vivre avec sa femme et ses enfants. Et là, je vais être un peu chiante, mais si vous l'avez gardé, c'est aussi parce que ça vous arrangeait. Car pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers des entreprises, ça lui aurait coûté plus en argent et en énergie de trouver quelqu'un d'autre, de l'embaucher et de le former, que d'accéder à la demande de son employé. En mai 2020, 2 mois après le Covid, mon entreprise connaît des difficultés financières. J'explique à mes salariés que les semaines à venir seront très difficiles, mais qu'on allait s'en sortir. Et c'est là que le fameux Paul me dira, ton entreprise peut couler, j'en ai strictement rien à foutre. Je parle donc du même salarié que j'avais aidé pour trouver un appartement. Sauf qu'on coupe une grosse partie du contexte. À titre personnel, j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises en tant que salarié, et quand quelqu'un vient à lâcher ça, ça peut se traduire par un manque de valorisation. Un an plus tard, ce salarié est parti de mon entreprise et un recruteur qui souhaitait justement l'embaucher m'a appelé pour avoir plus d'infos sur lui. Voici précisément ce que j'ai dit à ce recruteur. Paul est un collaborateur investi qui m'a permis de faire grandir mon entreprise. J'ai tout simplement dit la vérité et j'ai préféré ne pas rester sur une mauvaise phrase qu'il m'avait dite. Alors déjà, faire appel aux anciens employeurs dans le cadre d'un entretien, je trouve ça un peu red flag, car un candidat va rarement appeler les anciens employés pour savoir pourquoi ils sont partis, mais il faut aussi savoir que ça ne peut pas constituer une raison de refus, car c'est couvert par le code du travail. Dans ce TikTok, il se plaint quand ses salariés arrivent en retard et du coup ne respectent pas son contrat de travail. Alors l'histoire remonte en 2019. Ce salarié fait un super mois dans l'entreprise, il est ponctuel et il a de super résultats. Et puis, au fur et à mesure des semaines, il commence à être en retard 10 minutes chaque jour. Ensuite, les 10 minutes se transforment en 20 minutes et ainsi de suite. 30 minutes, 45 minutes tous les jours. Et je vais être honnête, arriver en retard, ça arrive à tout le monde. Mais quand vous avez un contrat avec l'employeur, vous, ce que vous voulez, c'est que l'employeur respecte son contrat. Et bah pour un salarié, c'est la même chose, il doit respecter ses engagements. Et cela justifiera le fait qu'il mette un terme à sa période d'essai. Je tente donc de m'entretenir avec ce salarié pour lui spécifier ses retards. Et c'est à ce moment-là qu'il me répondra, je vais quand même pas me lever plus tôt pour arriver à l'heure au travail. J'ai donc mis un terme à la période d'essai de ce salarié qui ne respectait pas les codes de son contrat. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut arrêter de croire que tous les patrons sont mauvais. La moralité ici, c'est donc qu'Alexandre n'est pas quelqu'un de mauvais, car il a mis fin à la période d'essai de cet employé pour le bien de son équipe et de ses clients. On ne met pas fin au contrat d'un salarié par plaisir. Mais si on le fait, c'est pour le bien des autres collaborateurs et des clients de l'entreprise. Et pas du tout pour son propre bien. Et sur le fond, je suis d'accord, quand t'as un contrat, tu dois le respecter. Pourtant, si on regarde les commentaires, c'est rempli de personnes qui lui font remarquer qu'il est hypocrite. Ah là, on parle de contrat. Par contre, le soir, faut pas regarder sa montre. Donc arriver en retard, ça va pas, mais rester plus tard que 18h alors que le contrat précise la fin de journée à 18h, c'est ok. Les gens ont une vie, c'est pas leur boîte, et rien n'empêche de vite écrire un mail ou de répondre au téléphone en ayant un menton sur le dos. En lisant ces commentaires et après avoir regardé toutes ces vidéos, je ne suis pas tombée sur cet extrait où Alexandre se contredit. Puis je me suis rappelé qu'à l'époque, j'avais vu un autre extrait circuler sur Twitter, et ça c'est tout simplement car il avait supprimé cette vidéo. L'heure que je proposais à mes salariés était de 9h à 18h. Mais j'ai jamais compris ceux qui avaient déjà leur manteau sur eux à 17h50 et qui regardaient leur montre. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on a une petite boîte de 4 collaborateurs, on ne peut pas agir de cette façon-là. Et évidemment qu'il faut respecter le contrat de travail et je suis le premier à le faire. Dans une boîte qui fait 500 collaborateurs, aucun problème, pas de souci. Mais quand la réussite d'une petite entreprise repose sur l'investissement des salariés, là c'est un problème. J'avais un salarié qu'on venait juste de recruter, ça faisait une semaine qu'il était là. Et je me souviens qu'il se faisait former par une de mes collaboratrices. Et pendant qu'elle était en train de le former, il a pris son manteau à 18h pile pour rentrer chez lui. On s'est regardé avec ma collègue et on n'a rien compris de ce qui venait de se passer. Encore une fois, oui, c'est important de respecter les contrats de travail. Mais moi, je suis le genre de patron qui n'hésite pas à faire des cadeaux à mes collaborateurs alors que c'est même pas inscrit dans le contrat. Donc ici, le fait que le salarié décide de partir à 18h comme l'a dit que son contrat pose problème. Sauf que les employés ne sont pas des bénévoles. Et si on remet le contexte du TikTok précédent avec celui-ci, qu'est-ce qui nous dit que le salarié n'avait pas marre qu'on lui mette la pression de rester plus tard et a tout simplement décidé de reprendre ses heures plus tôt dans la journée? Un employé va penser à lui et c'est tout à fait normal. Tout ça me fait penser à une de mes expériences en entreprise. C'était aussi une petite structure et mon boulot c'était de prendre des rendez-vous pour remplir un planning de 9h à 17h. C'était de l'intérim et au bout de 3 semaines, ma manager m'appelle pour me dire qu'ils ont l'impression que je ne suis pas investie dans l'équipe et que si ça ne s'améliore pas, ils vont devoir arrêter notre collaboration. La raison de cela, c'était que l'entreprise n'avait pas assez de clients pour remplir les plannings et qu'à 17h, même si le planning de lendemain n'était pas totalement rempli, je prenais mes affaires et je partais, tandis que mes collègues en CDI restaient 1 heure de plus gratuitement. Alexandre est le premier à dire qu'il est important de prioriser sa vie privée dans d'autres TikTok, mais on dirait que ce constat ne s'applique qu'aux entrepreneurs. De loin nous fait prendre conscience que le temps de la vie, il est très précieux. Faut pas oublier que n'importe quel travail est remplaçable alors que nos proches, eux, peuvent partir du jour au lendemain. Pourquoi attendre de toucher le fond pour commencer à remonter du puits? C'est quand on commence à tomber ou bien avant qu'on doit être attentif aux signaux que nous envoie notre corps. Arrêtons d'attendre et de trop
tirer sur la corde pour devoir réagir. Autre détail dans sa série de vidéos, c'est qu'à de nombreuses reprises, il mentionne le fait qu'une de ses anciennes collaboratrices est partie en lui volant un de ses plus gros clients. J'avais une salariée qui était en train de me voler un de mes plus gros clients, et j'avais même une salariée qui était en train de me voler un de mes plus gros clients. J'ai été victime d'un vol de clients d'une de mes salariées. Une de mes collaboratrices m'a volé un de mes plus gros clients. Quand on est entrepreneur, c'est important de savoir pardonner et de passer à autre chose. J'ai un salarié qui m'a volé un de mes plus gros clients de l'époque. Eh bien, l'histoire de cette fameuse employée, on la découvre enfin au bout de 70 vidéos. J'ai refusé l'augmentation d'une de mes salariées et quelques jours plus tard, elle s'est mise en arrêt maladie. Janvier 2019, ça fait presque un an que cette collaboratrice est de mon entreprise. À l'époque, j'ai déjà 4 salariés et c'est de loin la meilleure collaboratrice que j'ai jamais rencontrée. Naturellement, je lui propose un déjeuner pour parler avenir et la féliciter pour son travail. Et à la fin du déjeuner, sans qu'elle me le demande, je lui dis qu'elle aura une augmentation nette de 150 € de plus chaque mois. Et là, son visage a commencé à changer, elle s'est montrée très agressive. Elle a commencé à m'expliquer qu'avec ce qu'elle produisait pour l'entreprise, elle voulait une augmentation nette de 1500 € tous les mois. Il s'agit de sa meilleure collaboratrice. Elle essaye de négocier une augmentation qu'elle trouve trop basse et il dit lui-même qu'il a rigolé. Alors je me suis mis à rigoler et surtout je lui ai expliqué 2 choses. La première, c'est que pour une jeune entreprise comme la mienne à l'époque, 4 collaborateurs, ce n'était absolument pas envisageable. La seconde, c'est qu'aucun salarié au monde ne s'est vu octroyer le double de son salaire en moins d'un an. Évidemment, elle s'est braquée et 3 jours après, elle s'est mise en arrêt maladie. Franchement, à partir de là, ça peut être pris comme un manque de respect ou de considération et n'importe qui aurait pu se braquer. Faut savoir une chose, c'est qu'elle gagnait déjà 1500 € avec son fixe et 1500 € de plus avec les primes, donc 3000 €. Et pour une petite boîte comme la mienne, faut se le dire, c'était déjà pas mal. J'ai été salarié, j'ai eu des primes, mais les primes sont pas plus valorisantes qu'une augmentation de salaire, car c'est un gage de sécurité pour l'employé. Suite à son refus, elle s'est mise en arrêt maladie et partira de la boîte avec son plus gros client. 3 mois plus tard, elle m'a volé mon plus gros client et elle a monté sa propre structure. Alors je ne sais pas s'il y a une morale à cette histoire, mais je pense que les salariés doivent comprendre que les petites boîtes ne fonctionnent pas comme les entreprises du CAC 40. La plupart des petits patrons font tout pour leurs salariés et bien souvent ça se retourne contre eux. Mais j'espère qu'avec le temps, les mentalités évolueront dans le bon sens. Généralement, les clients ne partent pas comme ça d'une entreprise, c'est que l'employé en question gérait mieux le dossier et était gage de confiance. Et c'est étonnant qu'elle réagisse ainsi, alors que lui-même dit avoir monté sa boîte, sachant qu'un ancien client allait travailler avec lui. Je tombe nez à nez par le pur des hasards qui puisse exister avec un commercial qui était l'un de mes anciens clients quand j'étais salarié. Et là, il me demande alors qu'est-ce que tu deviens? Depuis que t'es parti, franchement, c'est pas les mêmes résultats. Je dis donc à cette personne que là, je réfléchis depuis plusieurs mois à monter ma propre boîte de prospection. Et là, il me dira ce qui causera réellement un électrochoc chez moi. Le jour où t'es prêt, appelle-nous et on travaille ensemble. Une semaine après, j'avais signé mon premier bon de commande pour une première mission d'un montant de 5000 €. Morale de l'histoire, ça va récompenser correctement les employés, surtout quand ils sont productifs. En tout cas, il avait l'air plutôt satisfait de répondre aux commentaires que cet ancien employé était en liquidation judiciaire. Maintenant, en allant plus loin, on peut voir que la société d'Alexandre Ferrero se trouve à côté de Paris Donc, tout à côté d'Hippopotamus. et que vu les prix là-bas, 1500 € de fixe, je trouve ça plutôt bas. Dans la même lignée de vidéos, on a ce TikTok où il met fin à une période d'essai et décidément, le turnover de sa boîte doit être incroyable. J'ai mis fin à la période d'essai d'une salariée qui faisait du commérage dans mon entreprise. Janvier 2019, j'ai recruté une collaboratrice qui avait beaucoup d'expérience dans son domaine. Elle était motivée et elle s'est très vite adaptée à l'entreprise. Mais très vite, j'ai compris que son attitude n'était pas naturelle. Elle commençait à colporter de fausses informations sur l'entreprise. Exemple, elle disait que l'entreprise était en difficulté financière, ce qui n'était pas vrai. Attendez, cette collaboratrice colportait la rumeur selon laquelle l'entreprise était en difficulté financière. Pourtant, dans un précédent TikTok, il disait que c'était vrai. Cette histoire, c'était en 2020. On était en pleine période du Covid. Alors on arrivait à payer des salaires et on avait beaucoup de clients à l'époque. Mais ça faisait 3 années de suite que l'entreprise était en déficit, donc elle ne faisait pas de bénéfices. Et surtout moi, ça faisait presque 4 ans que je ne me versais pas de salaire correct. Et c'est le problème de cohérence qui me gêne un petit peu, car pour quelqu'un qui dénonce l'opposition entre employeur et employé, le message ne passe absolument pas. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités dans le bon sens. Avec pour seul objectif, c'est que salariés et patrons ne soient plus dans l'opposition, mais dans la discussion. La plupart des salariés se plaignent de leur patron, mais j'ai envie de leur répondre, si vous n'êtes pas content, pourquoi vous n'allez pas voir ailleurs? Et pourquoi ce serait uniquement au patron de se remettre en cause? Mon but avec cette vidéo, c'est pas d'opposer les salariés et les patrons, mais d'essayer de sensibiliser sur ce que vivent réellement les petits patrons au quotidien. Même quand il parle du moment où il n'arrive pas à trouver de logement, il y a quelque chose qui ne colle pas. J'ai 3 salariés et 6 clients et pourtant aucune fiche de paye qui me permet de trouver un logement. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en 2017. Sauf que là, je viens de me séparer de mon ex-copine et je suis dans l'urgence de trouver un appartement. Là, il dit qu'il a 3 salariés en 2017 et qu'il dormait à même le sol, mais qu'il a finalement trouvé un appartement une semaine avant de rendre le sien. Pourtant, des mois plus tard, il dit ceci. Il me reste 15 jours pour trouver un appartement, sinon je risque de me retrouver sans domicile. En 2017, je me suis retrouvé dans une situation que je souhaite à personne. Le problème, c'est qu'en tant que jeune chef d'entreprise, j'avais pas de fiche de paye. Par contre, mon entreprise, elle se portait super bien. Je commençais à avoir de plus en plus de clients et j'allais même embaucher un premier salarié. Ça fait 7 mois que j'ai monté ma boîte et là, je me retrouve sans appartement et sans fiche de paye pour pouvoir trouver un nouvel appartement. Mais c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras et mon activité tournait à plein régime.
Je commence même à avoir de plus en plus de clients et je suis sur le point d'embaucher mon premier salarié. Ils sont passés où les 2 autres employés? Je m'en souviens comme si c'était hier. Encore dans la cohérence, il va vous dire à plusieurs reprises qu'il faut s'entourer de personnes qui vous motivent à réussir et surtout d'un conjoint qui comprend ce que vous faites. Quand on est en couple et entrepreneur, il n'y a rien de pire que de ne pas être soutenu par son partenaire. Mais un partenaire qui en a marre que vous lui parlez de vos idées doit être radié de votre vie. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui veut étouffer votre esprit créatif. Sauf que ça ne s'applique que dans son cas. Son mari l'a menacé de la quitter si elle n'arrêtait pas de gérer immédiatement son entreprise. Laure se donne à fond dans son entreprise depuis plus de 4 ans. Elle rencontre des problèmes de management avec ses collaborateurs. Bref, elle ne compte plus ses heures à devoir gérer ses problèmes. Son activité fonctionne bien, mais elle n'a plus du tout de temps pour elle ni pour ses proches. Et son mari va véritablement provoquer un déclic en elle. Il y en a certains qui vont dire que c'est du chantage, moi je dirais plutôt que c'est une preuve d'amour. Il lui a demandé tout simplement de vendre son entreprise pour retrouver sa femme. Il ne pouvait plus supporter de la voir souffrir chaque jour et être dans des états lamentables. Et c'est cette histoire qui me fait prendre conscience que c'est hyper important d'être bien accompagné quand on est entrepreneur. Et aujourd'hui, Laure est beaucoup plus heureuse qu'avant, et son mari aussi. Dans ce cas-là seulement, c'est une preuve d'amour et pas du chantage. C'est pour ça que la cohérence du discours quand on est entrepreneur est importante. Dans le même genre, il préconise de se séparer de toute personne qui ne correspond pas à l'image de son entreprise, au risque qu'il se mette en arrêt maladie. Quand tu es entrepreneur et que tu as une personne qui ne correspond plus à l'image de ton entreprise, il ne faut pas hésiter une seule seconde à s'en séparer. Son rôle également est de tout faire pour instaurer une culture d'entreprise qui doit correspondre à tout le monde. Et quand un élément perturbateur vient troubler votre entreprise, il ne faut pas hésiter à le licencier. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des personnes qui vont se mettre en arrêt maladie ou qui auront une mauvaise influence sur le reste de l'équipe. Il y a un test que j'adore en management, c'est le bouton rouge. T'imagines que t'as un gros bouton rouge devant toi, t'appuies dessus et ça vire tout le monde. Comme si toutes les personnes qui se mettaient en arrêt maladie le faisaient pour faire chier leur patron. Les gens ont tendance à prendre sur eux le temps qu'une situation s'améliore, et quand ils rencontrent un mur, c'est normal que la pression relâche et que leur corps en prenne un coup, et donc ils doivent être arrêtés. Tout ça pour dire que quand un salarié n'est pas d'accord avec son patron et qui se met en arrêt maladie le lendemain, ça a des répercussions sur tout le reste de l'équipe, surtout quand on est une petite entreprise. En sachant que ceux qui font ça bien souvent ne sont pas vraiment malades. Oui, mais un médecin n'arrête pas les gens aussi facilement, il doit vraiment y avoir une cause. Oui, bien sûr, c'est comme l'argent d'une entreprise, ça tombe du ciel. Donc loin de moi l'idée d'opposer salarié et patron, mon objectif est de sensibiliser. D'ailleurs, en termes de considération, je pourrais enchaîner avec ce TikTok. Je fais passer un entretien à un candidat qui m'a l'air bon et super sympa. Et il y a un petit truc qui me gêne chez lui. C'est la manière de regarder les femmes salariées de mon entreprise. En gros, il les matait comme si c'était des bouts de viande. Je décide donc d'appeler son ancien employeur pour avoir des infos. Son ancien employeur m'a clairement dit que c'était un profil incontrôlable et qu'il faisait ce qu'il voulait dans l'entreprise une fois que la période d'essai était validée. Mais je décide quand même de lui faire passer un entretien test avec ma responsable commerciale de l'époque. Elle reviendra me voir le lendemain pour me dire « J'espère sincèrement que tu ne vas pas embaucher cette personne ». Je lui ai donc demandé pourquoi et là elle me répondra « À chaque fois que je lui parle, il ne me regarde pas dans les yeux ». Si je résume bien, le gars a remarqué que le candidat avait un comportement étrange avec les femmes de son entreprise, et il n'a rien trouvé de mieux que de mettre une de ses collaboratrices dans une situation gênante pour le confirmer. D'autant plus que, comme dit précédemment, on ne peut pas justifier un refus par un appel à un ancien employeur, donc techniquement, il s'est plus mis dans l'embarras après avoir fait ça que s'il s'était fié à ce qu'il avait vu. Ayant été salarié puis à mon compte, il y a plein de choses qui me sautent aux yeux. Il appuie le fait d'être un gentil patron, car il ne recrute pas ses employés sur base de leurs compétences, mais en fonction du feeling, sauf qu'il oublie de dire qu'un employé sans expérience ni qualification acceptera plus facilement un salaire plus bas. En tant que patron, quand je souhaite recruter un salarié, je ne regarde jamais son niveau d'études, mais plutôt son originalité. Salut tout le monde, c'est Sonic. Je cours très vite. Un candidat avait récupéré mon téléphone portable et il m'a dit ceci. Plutôt que de faire comme tout le monde à vous envoyer mon CV, je préfère vous appeler directement. Il me dira aussi, j'ai aucune expérience dans votre domaine, mais j'ai juste soif d'apprendre. Une semaine après, ce candidat travaillait pour mon entreprise. Ce que j'ai aimé avec ce salarié, c'est qu'il m'a appelé directement et qu'il a pas fait les choses comme tout le monde. La morale dans cette histoire, c'est que les process c'est bien, mais moi je préfère la spontanéité. Mais bon, après quand il recrute un nouvel employé et qu'il le paye mieux que ses anciens collaborateurs, il s'étonne qu'il le prenne mal. Une de mes salariés a appris qu'elle était moins bien payée qu'une nouvelle recrue et du coup elle s'est mise en arrêt maladie pendant 15 jours. Je peux comprendre que certaines personnes ne souhaitent pas de différence entre les salaires. Mais quand un patron paye plus une salariée qu'une autre, c'est forcément que l'autre a des compétences supplémentaires. Et là pour le coup, les deux personnes avaient été embauchées pour la même fonction. Et la nouvelle recrue qui venait d'arriver avait 5 ans de plus d'expérience que celle qui s'était plaint. Mais on paye forcément plus une personne qui a davantage d'expérience et qui sait se vendre. J'ai donc décidé d'en parler à cette salariée qui était énervée par cette histoire de salaire. Elle n'a rien voulu savoir et le lendemain elle s'est mise en arrêt. Je n'ai rien contre Alexandre. Au contraire, je trouve certains conseils pertinents, mais ils sont noyés dans tout ce dédain envers les salariés, alors que lui-même a effectué un abandon de poste pour pouvoir se lancer à son compte. Il y a quelques années, j'ai dû faire un abandon de poste quand j'étais salarié pour pouvoir bénéficier du chômage et monter ma structure. Je dois dire que je suis pas forcément fier de parler de cette histoire. J'ai toujours été très investi auprès de mes anciens employeurs et devoir abandonner son poste du jour au lendemain a été très compliqué à accepter. Je vais donc voir le secrétaire général à l'époque de l'entreprise en question et je lui demande s'il accepte que je parte avec une rupture conventionnelle. Il refusera donc et me laissera plusieurs mois de côté sans réellement me donner des missions clients. Finalement, après quelques semaines, avec le secrétaire général, on trouvera une solution. Quitter mon poste sans rien dire à mes collègues ni même à mes clients. J'ai eu une récente conversation avec un ami qui était fier d'avoir fait cracher de l'argent de son employeur en lui demandant une rupture conventionnelle. Il était donc super content de me l'annoncer
Et là, il m'a répondu que maintenant il allait se détendre un peu. Et moi, je lui ai demandé tout simplement, mais pourquoi tu n'as pas démissionné? Et là, il me dira qu'effectivement, il aurait pu démissionner, mais qu'il avait envie de gratter un petit peu d'argent et de s'octroyer un peu de repos également. Je continue de lui poser des questions et je lui demande si ce patron avait été mauvais envers lui. Il me dira non, bien au contraire, c'est même quelqu'un qui avait été toujours loyal et très bon envers lui. Et là, je commence un peu à m'énerver et je lui demande si réellement il avait conscience de ce qu'il avait fait. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi mon ton était en train de monter, donc je lui ai expliqué quelque chose. Ta boîte compte 6 collaborateurs, donc en ne pensant qu'à toi, tu ne penses pas aux autres. Tu ne t'es pas dit que cet argent que tu as réclamé aurait pu servir au développement de l'entreprise? Tu ne t'es pas dit non plus que cet argent que tu as gratté aurait pu servir à embaucher d'autres collaborateurs? Un salarié qui décide de ne plus investir ou de réclamer de l'argent sans que ce soit justifié aura de lourdes conséquences sur une entreprise en développement. Et quand il a commencé à recevoir des commentaires négatifs sous ses vidéos, plutôt que de les ignorer ou de rester calme, il a choisi d'y aller frontal et de sortir le fameux « faites-le vous et vous verrez ». J'imagine que certains me jugeront en disant que j'ai mal agi, que je suis un mauvais patron. Aucun souci pour moi, je peux l'accepter. La seule chose que je vous répondrai dans ce cas-là, c'est d'aller créer votre propre structure et de commencer à gérer des salariés. Et ensuite, autour d'un café, on pourra en rediscuter. Je suis pas quelqu'un de fermé comme patron ou toxique comme je peux le lire dans certains commentaires. Voilà pourquoi par exemple je ne suis pas sensible aux commentaires haineux que je peux avoir sous mes vidéos. Face à quelqu'un qui te casse les noix, la meilleure arme possible, le silence. À chaque fois que je parle d'une anecdote avec un salarié, je me fais pourrir en commentaire. Si moi j'arrive avec mes anecdotes et que j'explique que la réalité des patrons n'est pas celle que vous croyez, bah je me fais démonter parce que le point d'ancrage de ces gens est tellement puissant qu'il ne peut plus évoluer dans le sens opposé. Mais moi mon rôle aujourd'hui c'est de continuer à me battre pour sensibiliser les gens et de leur expliquer qu'un patron bien souvent ce n'est pas celui qu'on voit dans les films. Les 3/4 n'arrivent pas à se payer correctement et surtout il y en a beaucoup qui aiment sincèrement leurs collaborateurs. Donc si vous souhaitez continuer à mettre des commentaires haineux sous mes vidéos, pas de problème, allez-y. Mais j'ai confiance en l'être humain et je sais qu'un jour vous arriverez à évoluer. Dans la vie, il y a ceux qui critiquent et qui suivent comme des moutons et qui restent à la place à laquelle ils doivent être. Et puis il y a les autres, ceux qui y croient, ceux qui se distinguent et qui n'ont pas peur d'avoir 100 personnes contre leur propre avis. Mais là où ce genre de discours résonne bien sur LinkedIn, sur les autres réseaux, bah ça n'a pas le même résultat. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, il existe des sites internet qui permettent de voir les avis des anciens employés d'une entreprise, et même si je dois admettre qu'il y a 2 avis positifs, les autres dénotent un gros turnover, un salaire bas, pas de perspective, du stress et un patron narcissique. Déjà, je vois son visage, j'en peux plus, je le déteste. Finalement, la série de vidéos se stoppera au bout de la 200e, donc Alexandre en a visiblement supprimé 3, dont une concernant les horaires de travail. Cela s'expliquerait par un coup dur qu'il exprime sur LinkedIn, où il confie avoir été privé du droit de garde sur sa fille. Et normalement, j'entre pas dans le privé des gens, mais il l'utilise quand même comme argument pour promouvoir son podcast. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, je suis allée y jeter un œil, et il a créé plus de 100 épisodes avec beaucoup d'entrepreneurs, dont certains, voilà, mais globalement, ça reste une bonne source d'informations et de témoignages sur le monde entrepreneurial. De mon côté, en tant qu'ancienne salariée, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous préserver, que peu importe les rêves que vous donnent vos supérieurs, il faut pas oublier que ni eux ni vous n'êtes irremplaçables et que de partir d'un endroit toxique, c'est pas un échec. Mais il est clair qu'on n'a pas toujours le choix de le faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce genre de format un peu différent des dramas vous intéresse. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.